Bonsoir tout le monde, alors attendez que je règle un peu le micro. Anonyme qui me pose la question, qu'est-ce que c'est que les questions paquebot ? Eh bien ce sont des questions qui sont paquebot tellement elles sont bateaux. Tu vois ce que je veux dire, Anonyme ? C'est vraiment les questions de quel est ton film préféré ou des trucs comme ça, moi je veux pas en entendre parler. En tout cas j'y répondrai pas en fait, je passerai, comment dire, je snobberai votre question et je pense pas que c'est ce que vous voulez bien sûr, donc... je vous invite à être pas créatif, mais à aller au-delà des évidences. Et puis voilà, ça fait très longtemps qu'il y a cette chaîne, donc ça fait aussi très longtemps que je fais des FAQ. Et il y a eu beaucoup de questions auxquelles j'ai déjà répondu. Et vous avez les intitulés grossièrement de ce dont je parle dans chaque partie de chaque FAQ. Donc vous pourrez sûrement trouver votre bonheur si je vous dis que j'ai déjà répondu à telle ou telle question. Bon, ce soir donc voilà, premier live de FAQ, vous savez souvent comment ça se passe. Sur l'année, il y a absolument rien du tout et en fin d'année, on fait plusieurs lives d'affilée qui sont des réponses à différentes questions. Peut-être que cette fois-ci, les lives seront un peu moins fournis, un peu moins importants. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'activités sur la chaîne, j'ai envie de dire malheureusement, mais bon, il y a aussi des circonstances atténuantes. Que puis-je vous dire d'autre avant que nous commencions ? Je suis peut-être un peu en regret de ne pas avoir posté tant de choses, mais les perspectives d'aller au cinéma ne m'enchantaient guère, jusqu'à ce qu'en mars on soit incapable d'aller au cinéma. Enfin... incapable, on pouvait toujours forcer et braver le danger, mais à ses risques, ses périls, surtout à Paris. En ce qui me concerne, j'ai fait d'autres choses que regarder des films. J'ai vraiment mis un holà au visionnage de films cette deuxième moitié d'année, et je m'en suis pas porté plus mal. Je dis pas qu'il y a moins de passion, hein, mais il y a un break qui devait être fait et bien sûr après c'est toujours difficile de revenir après à un rythme plus convenable pour les auditeurs. Vous êtes assez nombreux quand même s'il y en a finalement peu qui sont là au taquet, pourrait-on dire, mais il y en a quand même, hein. Comme tu viens de me le repréciser, Luc, j'avais dit depuis des années en fait que je voulais ralentir des rythmes et tout ça, et le ciel m'a entendu, oui, exactement, Luc. Alors je l'aurais pas pensé de cette façon, mais au final, il faut que, surtout quand on n'en vit pas, bien sûr, faire des vidéos quand on sent le besoin de le faire, pas quand c'est une nécessité parce qu'il y a une actu importante ou parce qu'on veut se faire des vues et des viewers et tout ça. On se fait des viewers, vous me comprenez, on veut se faire des abonnements. C'est par exemple le cas de certaines chaînes qui réussissent bien leur entreprise, mais pour moi c'est très vain et très artificiel, comme Merej, la chaîne de Merej qui fait de l'actu et de la réaction à presque la moindre petite news. Alors ça fonctionne bien et le mec est plutôt sympathique, mais c'est très excessif comme comportement. Alors lui il considère ça comme un jeu, c'est lui que ça regarde. C'est une façon que moi ça me taperait sur le système et je n'ai pas le temps de faire ce genre de choses aussi. Ça me ruinerait pour finalement des choses qui rendrait la chaîne très éphémère, vraiment sur l'instant. C'est une chaîne de l'instant, la chaîne de Merej, et dès que voilà, on vient un mois après, il y a la moitié des vidéos qui ne valent plus rien, quoi. L'autre moitié c'est des critiques ou des découvertes, il fait découvrir des films aux gens, ça a plus de valeur pour le coup. Donc on va commencer la FAQ avec des questions qui m'ont été envoyées par Sacha du 54, un fidèle de Sens Critique. Il m'a posé des questions en MP, donc je vais y répondre. Il y a une petite batterie de questions, mais je pense qu'elles seront assez rapides. Il me dit: que penses-tu des youtubeurs qui s'amusent à critiquer des bandes-annonces de cinéma ? N'as-tu pas l'impression que c'est un prétexte pour se faire des abonnés, des vues, de l'argent facile ? Je suis d'accord avec
cette affirmation en forme de question, c'est une question dans ce cas-là rhétorique pour le coup. Là, c'est l'évidence même, c'est pour générer un flux, pour générer un trafic de vues sur sa chaîne et pas qu'il y ait trop de temps mort entre deux vidéos que le youtubeur aurait bossé. Donc c'est pour générer un flux d'attention, un flux d'activité auprès des gens qui suivent la personne. C'est normal de fonctionner comme ça, surtout, encore une fois, quand on est une chaîne qui veut gagner un petit peu d'argent, voire même en vivre. Alors là, il faut générer tout ce qu'on peut comme flux d'attention pour garder le spectateur et s'en faire des nouveaux. Donc là, bien sûr, il y a des pratiques comme celle-ci. Pour moi, c'est des vidéos qui sont très vaines, parce qu'elles sont très éphémères. Peu de temps après, elles ne vaudront pas grand-chose. Donc il y a les vidéos à réaction et après des gens qui travaillent un peu le contexte autour de cette bande-annonce. Et on a après le découpage image par image avec des suppositions, des théories. Est-ce que le film il a l'air bien joli ou non? Bon, là, par exemple, Durandal avait fait quelques décortiquages de bande-annonce. Bon, c'est voilà, comme il fait lui, quoi. Hein. Donc on aime, on n'aime pas. Bon, moi, j'aime pas trop, mais voilà, c'est une façon aussi de donner plus que simplement un avis qui se cantonne à 2 minutes. Non, il veut faire un peu plus. Donc ça, à la limite, c'est correct, quoi. Mais voilà, c'est une pratique crapuleuse, mais que je peux comprendre si on veut générer un flux tendu de vidéos. Il faut bien créer quelque chose. Donc il faut faire feu de tout bois, comme on dit. Ensuite, deuxième question, de mémoire. Tu as dit que tu n'étais pas fan de films d'horreur, mais est-ce que ça t'arrive d'écouter les chaînes comme Horreur Critique, As l'épouvantail et Demoiselle d'horreur? Alors, Horreur Critique, je crois que c'est une chaîne qui date, ça, ma parole. Je savais même pas qu'il était encore en vie. Mais je crois que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup. C'est un Québécois, il me semble. Je peux me tromper, hein, dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est quelqu'un de outre-Atlantique qui a fait beaucoup de vidéos sur des films d'horreur, qui était un moment avec Elvis et Anthony Pazzona, il me semble, si c'est bien lui. Je n'ai jamais regardé de façon assidue sa chaîne, j'avais vu quelques vidéos, mais c'était une affaire de 2, 3, 4 et c'était tout. As l'épouvantail, je sais même pas qui c'est. Il y a tellement de petites chaînes qui pop un petit peu partout. Et Demoiselle d'horreur, j'ai vu l'épisode sur Sleepy Hollow. Et je crois qu'encore une autre vidéo, mais je sais plus sur quoi. Elle a pas fait une vidéo sur Christina Ricci, je sais plus. C'est possible, enfin je m'en rappelle plus. J'écoute si tout d'un coup c'est suggéré ou si j'ai un truc très spécifique à aller voir, mais autrement je ne regarde pas vraiment ces chaînes. Le contexte de films d'horreur ou de cinéma d'horreur ne m'intéresse pas, donc forcément ce ne sont pas des chaînes sur lesquelles je vais m'intéresser. Je veux dire, ce ne sont pas des chaînes qui vont analyser en détail. Il va y avoir de l'énumération, il va y avoir des pages Wikipédia, tout ça, mais il ne va pas avoir décortiquer des mécanismes ou, je sais pas moi, un jeu d'acteur. Par exemple, moi, les jeux d'acteurs qu'on a de la mère dans Hérédité, je trouve ça super intéressant. Mais après, voilà, il faut savoir analyser un jeu d'acteur, c'est pas évident, quoi. Tout comme analyser des mécaniques de l'horreur, c'est pas évident du tout. Aller au-delà des évidences, j'entends par là. Je regarde rapidement le contenu et je peux cliquer sur des vignettes qui appartiennent à des films que j'aime bien ou que j'aimerais par exemple regarder. Sleepy Hollow, c'était typiquement le cas. Je crois qu'elle en avait fait une sur Sleepy Hollow, Demoiselle d'horreur. Mais autrement, non, ce sont pas des chaînes que je regarde. Je n'ai rien contre elles, hein, mais c'est juste que le sujet ne m'intéresse pas plus. Et quand je regarde rapidement le contenu en survolant les vignettes et les intitulés des vidéos, ça m'intéresse pas. Ensuite, depuis que Mathieu Blom a sorti son livre sur le cinéma, certains youtubeurs comme Monsieur Méa et le ciné-club de Mr Bobbin ont eu l'idée de faire la même chose. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle mode? Alors ce n'est pas Matt qui a lancé la mode, parce qu'écrire un livre ça peut prendre des années, donc ce n'est pas la mode il a influencé ou je sais pas quoi. Ça, ce sont des gens qui ont fait ça de façon individuelle dans leur coin. Le Fossoyeur aussi avait sorti quelque chose... je crois que ça s'appelle « T'as vu ce plan » ou un truc comme ça. S'ils veulent sortir un livre, tant mieux. C'est peut-être bien fait, c'est peut-être mal fait. Bon, moi, je sais que j'en achèterai pas.
À moins que justement je peux l'avoir dans les mains en bibliothèque pour le lire et voir si c'est vraiment bien ou non. Moi, de ce que j'ai cru entendre de bruit de gens qui avaient le bouquin entre les mains, le livre de Mathieu Blum, Action, Cinéma, Anthologie ou un truc comme ça, c'est bourré de fautes. Hein. C'est bourré de fautes. Et c'est, en tout cas pour lui, je sais pas pour les autres, mais il semblerait que pour le Fossoyeur, ce soit la même chose. Il écrit comme il parle. C'est là où on voit que ce sont pas des gens qui écrivent en fait, ce sont des gens qui sont devant la caméra, qui font du podcast audio. Mais à l'écrit, c'est autre chose. Et ça, c'est le problème. Quand on les lit, on les entend. Et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire, il n'y a aucune différence entre leur écrit et leur façon de s'exprimer. Or, on souhaiterait quand même voir, parce que c'est un autre média finalement, on souhaiterait quand même voir une autre façon de mettre les idées, quoi. Et ce n'est pas le cas. C'est pour ça que moi, je veux pas sortir des livres. Hors de question, c'est impossible. Déjà, j'écris mal, j'ai aucune plume, en quelque sorte. Et je pense que pour écrire un livre qui se tient un petit peu, il faut avoir une plume. Et Monsieur Méa, j'ai vu sur sa chaîne, j'étais surpris qu'il en sortait un truc sur Disney, un de plus, hein, n'est-ce pas? Il y a tellement de docs sur Disney, alors un de plus, alors lui il va sortir des trucs de vieux magazines que personne d'autre que lui n'a, ouais bon ok, mais bon, tout ça tu peux le trouver chez les Anglais, hein, c'est pas, moi ça me gêne pas d'aller chercher les sources, hein, donc bon... Écoute, s'il arrive à faire des ventes, il a l'air bien fait le bouquin, il a l'air bien écrit. En tout cas, les quelques pages qu'il montrait, la devanture, la cover, c'était plutôt bien. Donc, bon, moi, je lui souhaite d'avoir du succès et s'il veut continuer à faire un deuxième volet sur les Disney mi-90, début 2000, bah, je lui souhaite tout le bonheur, hein, parce que écrire un livre, c'est pas évident. Hein. Ensuite, est-ce que ça te donne envie de faire un nouveau concept sur ta chaîne pour critiquer des livres de ces youtubeurs de cinéma? Non, moi ça m'intéresse pas. Je suis pas un littéraire, donc je trouverais ça très déplacé de critiquer un livre. Je peux l'évoquer, dire rapidement ce que j'en ai appris, enfin ce que j'en ai retiré, mais non, le critiquer, non. Et si tu avais envie de faire un livre, est-ce que ton livre parlerait de cinéma? Probablement. Après quoi? Aucune idée. Ensuite, question numéro 4. Mathieu Blum va refaire son documentaire sur Sam Neill. Est-ce que tu donneras ton avis sur ce dans une critique? Oh non. Enfin, oh non aux deux. Hein. Oh non aussi bien à l'idée qu'il veut faire un autre documentaire sur Sam Neill, c'est se tirer une balle dans le deuxième pied. Il marche à cloche-pied depuis qu'il a fait le premier documentaire. Donc moi, je lui conseille pas de revenir à la charge. Surtout que là, en tout cas, ce qu'il fait sur sa chaîne, c'est bien. Enfin, moi, je trouve ça bien. Je trouverais ça déplacé de revenir hanté par ces vieux démons à se remettre dans des situations compliquées, aussi bien pendant le tournage qu'à la fin. Ensuite, Anthony Pazzona va réaliser un film d'horreur intitulé Les Lettres de l'Angoisse avec plusieurs youtubeurs. Est-ce que tu donneras ton avis dans une critique? Non, je pense pas. Moi, les films de youtubeurs, pour moi, c'est un peu de la taube. J'ai peut-être pas vu les bons, hein, c'est possible, mais ce sera des trucs faits par des fans, pour des fans, tout ça, moi, ça m'intéresse pas. Ensuite, depuis le temps, le daron Elvis Grandier, nommé maintenant Flower Hybrid, ont fait le retour sur YouTube. Que penses-tu de leurs nouvelles vidéos? Je ne les ai pas vues. J'avais vu une chronique du daron passer sur des portails interdimensionnels ou je sais plus quoi là. C'était bien, mais bon, voilà, c'était le daron normal. Et Elvis, je savais même pas qu'il avait recommencé, donc je jetterai un coup d'œil, mais je ne peux pas te dire grand-chose parce que soit je m'en souviens plus, soit je ne les ai pas vus. Ensuite, si tu devais sortir la Critception de Mister 3D, alors je coupe déjà la question, je n'ai plus les vidéos parce que pendant le remaniement de mon disque dur, il y a des choses qui ont disparu et je ne trouve plus les vidéos de Mister 3D. Donc ça ne pourra pas être le cas, malheureusement. Ensuite, qu'est-ce que tu penses de la disparition de Joel Schumacher, Kirk Douglas et Sean Connery? Eh ben, les trois, ils ont un point commun, c'est qu'ils avaient terminé leur carrière. Et ça, c'est très bien, parce que quelqu'un qui est coupé au beau milieu de son élan, c'est très
frustrant et très triste. Ces gens-là, ils ont bien vécu, ils ont fait des films remarquables, aussi bien dans le médiocre que dans le bon, hein, et tous les trois. Hein. Kirk Douglas, à la fin, il avait fait un film affreux avec Burt Lancaster qui s'appelait Tough Guy, je crois, en français. Double Shot en anglais, un truc comme ça, où il jouait des vieux gangsters qui sortaient de prison et ils essayaient de se remettre dans la vie. C'était un peu nul, c'était vraiment un peu nul. Hein. Et Sean Connery, il a fait aussi quelques trucs assez mauvais, pas très inspirants en tout cas, vers la fin de sa carrière. Hein. En plus de trucs légendaires, remarquablement de mauvais goût, comme Zardoz. Hein, le sexe, c'est le mal. Vous voyez des trucs comme ça. Donc, bon, Sean Connery, il est pas tout blanc. Joel Schumacher, lui, il est très bon dans certains thrillers, mais après, on le connaît tous pour les Batman. Qui étaient finalement des propositions, hein. Ce n'était guère plus des propositions que celles de Nolan, c'est juste que le public n'était pas prêt, quoi. Et finalement, c'est ceux qui se rapprochent peut-être le plus de comics que ceux de Burton ou ceux de Christopher Nolan. Donc, finalement, c'était peut-être ceux qui étaient le plus proches d'une bonne adaptation que les autres, pour le coup. Si une maison de production s'amusait à faire des films sur les présidents de la 5e République française, quel président t'intéresserait le plus et celui que tu n'as pas d'attirance? Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette question? Moi, je suis pas la politique, du tout. Je peux même pas répondre à cette question. Moi, la politique, ça me gave en fait. Et je suis très ignare aussi. Et à la limite, je préfère rester ignare dans la politique. En plus, ça me rappelle les dîners le soir avec les parents et tout ça. J'ai pas envie de... Et souvent, c'est une très très bonne solution de parler de politique pour se faire des ennemis alors que tu croyais que c'était tes amis. Donc, je crois pas que ce soit une bonne chose en fait de plonger là-dedans. Je serais extrêmement maladroit aussi d'en parler. Donc je préfère même pas m'en intéresser. Donc ta question, je ne peux même pas y répondre, tout simplement. Maintenant que Sacha du 54 a terminé son flux de questions, c'était rapide, mais je m'y attendais. Je vais regarder rapidement les questions. On va parler d'autre chose. On va parler un peu du cinéma et de ce qui se passe en ce moment avec le Covid-19. J'ai quelques notes, pas grand-chose, mais il y a quand même quelques points à énoncer. J'avais entendu un YouTuber, une espèce de sous-merde. Hein. En gros, c'est un YouTuber qui ne parle que de drama. Donc là, faites votre chemin pour deviner qui c'est, mais c'était pas très compliqué. Qui disait un truc qui était juste, moi qui me posait problème plus pour le cinéma en général. Il disait que, étant donné que lui, il a une famille, ça le faisait giga chier de sortir et de débourser des fois 80 € pour une séance en famille au cinéma. Quand on a les services de streaming, on se pose dans son salon et on achète pour pas très cher au final le film et on le regarde tous dans le salon. Bon, c'est vrai que pour des gens qui veulent simplement regarder le film, c'est-à-dire au final quoi, regarder le film, c'est même pas regarder le film ou faire l'expérience de cinéma, c'est regarder une histoire, au final. Je pense que la différence, quand on parle de cinéma contre les services de plateforme, c'est l'environnement dans lequel on regarde le film, et du coup, par extension, les conditions dans lesquelles on regarde le film. Les conditions techniques, portable, tablette, écran de télé, écran d'ordi, vidéoprojecteur pour ceux qui ont la place, enceinte, petites enceintes, écouteurs, casques. Donc tout cela influe vraiment sur la façon dont on va réceptionner le film. Et pour moi, dans ce cas-là, on ne fait plus, quand on est chez soi tranquillement, on ne fait plus l'expérience du cinéma. Mais on est plus en train de voir, de regarder et d'écouter une histoire, plus que faire l'expérience du cinéma. Parce que la salle de cinéma, c'est de l'image, très bien, mais c'est aussi du son, et un son qui sera difficilement reproduit à l'identique chez soi.
à moins d'être dans un immeuble où il n'y a personne en haut et en bas, et sur les côtés. Parce qu'on ne peut pas répéter en fait la sensation de son d'une salle de cinéma. C'est très difficile. Il faut avoir un équipement et on va dire une opportunité de situation vis-à-vis de là où on vit qui est quasi introuvable aujourd'hui. Il y a des gens qui ont le luxe de l'avoir, mais c'est un luxe, c'est même pas concevable. Autant à l'image on peut s'en approcher, mais ce sera toujours très loin de la réalité, parce que quand vous avez un Georges Clooney que vous tenez dans la paume de votre main avec votre portable, et quand vous avez un Georges Clooney qui fait 10 mètres de haut sur un écran, l'impression de la star, intouchable, gigantesque, beaucoup plus grande que vous, joue sur votre ressenti. Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient complètement, c'est que la salle donne des qualités techniques qui amènent après à l'utilisation d'un langage, qui amènent après un travail en fait sur la psychologie du spectateur, l'identification. De même que on vante les salles IMAX pour des films très spécifiques, des films souvent qui vantent les beaux paysages, les pyramides d'Égypte, les grands canyons américains, les chutes d'eau spectaculaires filmées dans la plus haute définition avec un son incroyable et tout ça. Vous voyez ça sur votre portable, vous dites « Oh, c'est une belle image », mais vous n'avez pas le souffle coupé. J'ai pu voir Samsara au Futuroscope. Non, au Futuroscope, qu'est-ce que je raconte? À la Géode, n'importe quoi, Futuroscope. À la Géode. Et autant Samsara n'était pas un film en IMAX, c'était un film en 70 mm. Mais à la Géode, l'écran est gigantesque. Le siège vibrait. Et l'image était tellement grande qu'on devait bouger la tête pour se rendre compte de toute l'image. Et il y avait une impression à couper le souffle. Vous regardez Samsara sur votre petit écran d'ordi ou sur un portable, l'effet n'est vraiment pas le même. Et c'est ça qui fait la différence entre une salle, à mon sens, une salle et une plateforme. Sur un canal de streaming, sur votre ordi ou sur votre télé. C'est l'expérience technique qui vous amène à une expérience de ressenti de spectateur. Et ça, chez soi, c'est difficile à imiter. Déjà, rétroprojecteur, il faut avoir la surface pour le faire. Donc bon, on peut se créer... Se forger sa propre expérience, enfin je veux dire par là essayer de faire en sorte qu'on arrive à avoir ces qualités de salle ou de s'en approcher, mais c'est via des sacrifices que certains ne sont peut-être pas capables de faire. Donc il y en a qui se résignent, en plus avec la piètre qualité de beaucoup de films à grand spectacle ces dernières années, pourquoi aller en salle? Ah, c'est la question du coup. Ensuite, il y a un autre élément que ce youtubeur énonçait. Je peux comprendre, mais en même temps, c'est très dommageable. Alors, pour revenir sur cette idée d'expérience, en plus, quand on y va en famille, c'est aussi pour faire profiter les enfants d'une expérience hors norme. Or, forcément, dans le salon, ils continuent à être dans leur environnement naturel, en fait, qu'ils connaissent. Alors qu'aller au cinéma, c'est tout d'un coup une sortie, c'est une sorte de rituel magique. C'est un environnement que l'enfant n'a pas l'habitude de côtoyer. Donc, forcément, c'est très intriguant, c'est stressant, c'est enivrant, grisant. Quand on va au cinéma, moi, je sais que quand j'allais au cinéma, à chaque fois, il y avait quelque chose de trépidant, quoi. Tu te dis, oh là, il y a mon père qui m'amène au cinéma, je vais voir un film, il y a une mise en condition, en fait, qui est très... ça dépend bien sûr des gens, mais pour moi qui était très salivante, quand on est allé voir Le Monde Perdu, voilà, Le Monde Perdu, La Momie, très très bonne séance qu'était La Momie, Le Cinquième Élément, avec les plans de Luc Besson dans ce film formidable au cinéma, vraiment il y a quelque chose dans le cinéma, alors, je dirais pas qu'il est magique, mais il y a une mise en condition qu'offre la salle qui est inédite, et pour le coup... impossible à retrouver, on est trop dans notre confort en fait dans le salon. Donc ça c'est quelque chose qu'on perd énormément vis-à-vis des salles. C'est vraiment un ressenti magique en fait, d'un environnement, d'un lieu qui est là que pour ça, la salle de cinéma. Ensuite, pour revenir sur la deuxième idée, on sait tous que le billet de salle de cinéma en France, il y a une part qui finance le CNC, et donc le CNC va financer aussi des scénarios ou des productions françaises
dont certains spectateurs n'en ont rien à foutre. En payant son service de streaming, eh bien, la personne a l'impression qu'elle échappe en fait à ce financement de films français pourris. Le problème, c'est qu'on peut dire ça aussi du service de streaming. On paye un service de streaming pour avoir une bibliothèque. Sauf que cette bibliothèque, elle est giga pourrie aussi de tous les côtés, et même l'abonnement que tu donnes à une boîte comme Netflix ou Disney+, eh bien c'est un financement qui va aussi amener à la construction, à l'élaboration, production de séries mauvaises, de séries qui t'intéressent pas, des séries que tu trouves scandaleuses, de films également, et on en revient presque au même principe. Sauf que pour le billet de cinéma, un financement qui est plutôt ciblé, on sait où ça va. Quand on achète un abonnement sur plusieurs mois sur une de ces plateformes, on ne sait pas exactement où va l'argent. On n'a pas un découpage en fait de notre somme qu'on paye tous les mois, pour les gens qui veulent savoir en fait. Parce que moi je pourrais dire aussi, je m'abonne à Netflix, mais je veux pas des espèces de copies ersatz de merde de teen, de séries de teen, parce que moi j'ai 31 ans, je m'en fous des teens quoi. Voilà, donc on en revient presque à la même idée. Bon, c'est un service pour tout le monde, donc on doit contenter tout le monde, donc on fait des trucs pour tout le monde. Et il y en a qui vont pas aimer en fait certains contenus qui sortent, ou certains films qui sortent aussi, hein, comme on a pu constater, je ne sais pas pour les autres, mais que sur Netflix, t'as un film qui est là pendant 3 mois, et tout d'un coup tu ne l'as plus. Hein, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui entrait chez toi, qui prenait ton DVD et qui repartait. C'est le prix à payer, hein, c'est comment dire c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein, mais c'est quand même un petit peu gênant d'avoir ce constat. Je vous parle des plateformes comme ça, mais je ne suis pas un grand connaisseur de plateformes. Il n'y a que tout récemment où ma coloc a pu avoir Netflix, donc on a pu commencer à regarder des choses sur Netflix et voir un peu comment ça fonctionne. Mais le système d'abonnement, en effet, où va l'abonnement est plutôt flou, et l'abonnement pose aussi un problème, à mon sens, c'est que quand on finance un film en allant le voir au cinéma, c'est-à-dire on a 1,5 million de gens qui vont voir Camping, je dis un chiffre au hasard, hein. Eh bien, le mec il va se dire « Oh ben, Camping, ça marche plutôt bien, on va en faire un deuxième. » Mais on peut prendre aussi un autre exemple qui est plus flatteur. Un film Batman ça marche bien? Ah ben on va en faire un deuxième. Quand vous avez un système d'abonnement, il n'y a aucun moyen de savoir si le film il marche ou bien, ou pas. Quand on parle de oui, le film a été visionné 54 millions de fois, mais 54 millions de fois du début à la fin, ou il compte le nombre de clics? C'est très nébuleux, cette façon de compter en fait le succès d'un film sur les plateformes. Et le problème, c'est que ces plateformes, du coup, elles sont libérées des contraintes budgétaires, enfin des contraintes financières d'un succès ou d'un échec. Si les mecs ils ont envie de faire 375 fois le même film, ils peuvent le faire. Parce que le succès, la finance n'entre pas dans le succès d'un film chez eux. C'est une affaire de visionnage vaguement et encore. Alors qu'au cinéma, tu peux pas faire 365 fois le même film parce que tu vas te rétamer en fait. Donc il y a une punition quand on fait un mauvais film. Une punition quand on fait un film voilà, en pensant qu'il va y avoir des suites, mais en fait non, au cinéma. Il peut y avoir une vraie punition. Alors qu'avec un service de streaming, non. Alors ils sont quand même pas cons, ils font quand même un peu attention aux réceptions des spectateurs, mais ça durera qu'un temps. Parce que le système de l'abonnement rend les plateformes complètement hermétiques aux moindres soucis financiers et aux pénalités finalement des réceptions des films et même aux critiques. Donc c'est très, je trouve que c'est très vicieux le système de plateforme pour un système de production à grande échelle comme le ferait un grand studio. Netflix par rapport à des salles de cinéma, ils peuvent donner des chiffres, les chiffres qu'ils veulent en fait, parce que c'est pas régulé, je ne pense pas, ou alors c'est régulé un peu à leur sauce, hein. Donc il va y avoir, je pense, une législation pour réguler un peu tout ça et faire en sorte que ce soit transparent, parce qu'il pourra y avoir de sacrées magouilles à l'avenir si c'est pas régulé rapidement. Je dis ça un petit peu sans savoir, je ne le cache pas. Mais c'est une crainte d'un ignare en fait vis-à-vis des statistiques et de la transparence de plateforme. Moi je souhaite qu'il y ait de la transparence. Ils préfèrent mesurer l'impact sur les réseaux sociaux. Et ils ont raison, Anthony. Pour eux, les réseaux sociaux, c'est comme la presse écrite pour les salles de cinéma classiques, hein.
On donne encore le choix, bien sûr, entre la salle de cinéma et les networks, mais en tout cas en France, c'est compliqué. On est encore coincé en France. Et tout cela me ramène aussi à une autre idée qu'avait évoquée d'ailleurs Anal Génocide. Je suis très content qu'il l'ait évoqué parce que pour moi c'est comment dire, une remarque et une idée qui est très importante, c'est que maintenant que les Netflix et tout ça commencent à faire leurs films de leur côté et à s'assurer de leur propre distribution au sein de leur plateforme, eh bien ils vont un peu à l'encontre d'une loi qui est la loi antitrust de 1948 qui bloquait en fait les majors d'avoir leur propre salle de cinéma. Alors là, bien sûr, avec les systèmes de plateforme, ils contournent en fait le système d'avoir des salles pour être maître de la production, de la diffusion, de la distribution et de l'exploitation. Donc on vient sur un nouveau modèle pour le coup. Un modèle que la loi de 48 n'avait pas prévu, et du coup je ne sais pas comment ça va se passer. Il semblerait qu'il y ait déjà des lois qui, dans certains états ont autorisé en fait ces systèmes. Ils ont même suggéré que peut-être les plateformes iraient récupérer en fait des salles de cinéma. Ils achèteraient les salles de cinéma qui seraient à vendre. On en reviendrait donc à presque une non-concurrence en fait, parce que chacun aura la salle Netflix, la salle Disney+, chacun aura son petit lot de films, et du coup, il y aura des problèmes, parce que imaginez qu'il y ait un village qui n'est que la salle Netflix, la salle de cinéma Netflix, la personne, il veut voir le nouveau Disney, il peut pas. Il peut pas l'avoir en salle. Donc ça, c'est un problème. Et c'est ce qui était justement cassé vis-à-vis de ce système d'antitrust, parce qu'imagine si toute une ville a que des cinémas MGM, de la salle des cinémas Paramount, ils veulent peut-être voir autre chose. Dans ce cas-là, il faut aller dans une autre ville. Ça, c'est un problème. Alors, Internet, on peut aller partout sur Internet, donc c'est pas trop problématique, mais ça redevient problématique au moment où on parle de sous. Ah, moi j'ai un abonnement au OCS. Ouais, mais ce film-là, il est sur Netflix. Merde. Ah il faut que j'abonne à Netflix. Oh, mais en plus, il y a mes enfants qui me réclament le dernier Pixar. Mais le dernier Pixar, il est sur Disney+. Merde. Il faut que je débourse 40 € par mois pour avoir tous les trucs que je veux. Et voilà. Et on en revient à la même chose. On cloisonne en fait les choix de cinéma. Il faut faire un choix. Voilà. Maintenant, il faut faire un choix entre les plateformes. Alors qu'avant, on avait juste à aller au cinéma, souvent des gros multiplex qui avaient un large choix, et on pouvait prendre ce qu'on voulait. Un choix quand même large. Et après, il y avait les cinémas plus spécifiques où on allait. Là, en plateforme, c'est cloisonné. Et c'est pas... on va sur la plateforme, on sélectionne un film, on paye 4-5 € et on l'a. Non, il faut s'abonner par mois. Il y a peut-être des formules qui font varier un peu la chose, mais je pense que c'est ça en fait. Pour moi, c'est un problème, parce qu'on n'aura jamais le contenu idéal qu'on veut. Et en plus, autre problème, si les mecs ils commencent à s'amuser à entrer des films et à faire sortir des films, ça va pas aller. Hein. Comme je l'avais dit, hein, moi j'ai pas un mec qui rentre dans l'appart, qui prend mon DVD et qui repart. Hein. Mon DVD, il est là jusqu'à ce qu'il crève. Hein. Cette perspective est pas très réjouissante. En plus, imaginez encore une autre chose, que votre film, là, que vous attendez, qui va sortir sur la plateforme, on va dire Soul. Voilà, Soul, là, de Pete Docter, le truc de Pixar, là, qui sort avec les petits bonshommes éthérés. Imaginez qu'il sort sur la plateforme. Très bien, il va sortir sur la plateforme, mais qu'il ne sorte jamais en DVD ou en Blu-ray. Ça voudra dire qu'il sera uniquement sur cette plateforme et nulle part ailleurs. Et si vous voulez le voir, de façon légale, bien sûr, eh bien vous devrez payer. Par mois. Et ça, on n'a peut-être pas envie. C'est peut-être très éreintant de payer par mois. Déjà qu'on a beaucoup de choses à payer par mois. Ça devient très vite excessif, tout ça. Au-delà aussi des problèmes d'expérience, comme je vous le disais, la découverte d'un film de base faible sur un petit écran. Le mec, il va découvrir pour la première fois, je sais pas moi, Laurence d'Arabie sur un petit écran. N'est-ce pas, Luc ? Hein ? Quand nous, on est allé voir Laurence d'Arabie sur un écran de cinéma, toi, tu ne l'avais jamais vu, je crois. Ah, ça t'a fait plaisir d'avoir ces grands spectacles d'antan dans une salle de cinéma. Voilà. Imagine Laurence d'Arabie sur un portable, quoi. C'est quand même minable. Tu peux pas créer une sidération sur petit écran.
C'est impossible. J'avais fait l'expérience de voir un film, je vous dis pas quel film, hein, mais j'avais fait l'expérience de voir un film sur mon ordi et d'après être allé en salle pour le voir. Parce que c'est des films qui étaient aux Oscars et du coup on avait les copies très en avance sur le net, des copies pirates bien sûr, et il n'était pas encore sorti en France. Donc j'ai fait l'expérience, c'est un très bon film d'ailleurs. J'ai fait l'expérience de regarder sur l'écran de mon PC, super bonne expérience, le film très haletant, il y avait de la tension et c'était très, très efficace, j'étais très emporté par le film. Je suis allé le voir au cinéma et j'ai eu les mêmes impacts que quand je l'avais vu à l'écran de mon ordi, mais décuplé. L'impression était décuplée, parce que tout est décuplé au cinéma. Le son, l'image, la condition. On éteint les lumières, tout ça, il y a quelque chose de gigantesque en fait. Et ça, bien sûr, la plateforme, ils peuvent prétexter tout ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas travailler sur ça. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire la plateforme? Ils peuvent travailler sur une dynamique différente. Et là, je reviens à une expérience que Netflix a faite il y a peu de temps, avec un épisode de Black Mirror, qui est l'interactivité. Pour moi, ça, c'est une possibilité que devraient utiliser les plateformes pour travailler avec le spectateur. Une interactivité qui amène le spectateur à ne pas rester uniquement passif, mais à faire des choix dans la narration. Pour moi, ça pourrait être l'avenir des plateformes. Ce sont des films avec des ouvertures, fermetures à tiroir. Des films dont vous êtes le héros. Là, on peut faire un truc comme ça, avec les plateformes. Et les systèmes, justement, d'écran, de tactile, tout ça. Il faut avoir un peu de choses pour y arriver. Mais j'ai pas fait l'expérience. Il faudrait qu'on ait Netflix pour voir et faire l'expérience de ça. Mais avec ma coloc. Mais ça, pour moi, ça peut être l'avenir. Je l'avais déjà dit dans plusieurs FAQ précédentes que ce genre de choses, ça peut être vraiment l'avenir du film sur ces expérimentations, comme a pu l'être la 3D. Putain, j'espère qu'Avatar ne sortira pas sur Disney+. Oh mon dieu, Avatar sur Disney+, ce serait une catastrophe. Ça me gênerait, pour le coup. Après, on a beaucoup de films qui sortent en streaming. La Warner a fait une annonce fracassante. Pour l'instant, le James Bond est maintenu, mais je pense qu'il va aussi passer en streaming. Écoutez, c'est assez dramatique. Après, moi, j'ai jamais été à fond sur l'actualité vis-à-vis de la chaîne. Je parle souvent aussi de vieux films qui ne sont pas d'actu pure. Donc, moi, en tout cas, sur ma chaîne, ça n'influe pas l'activité que j'ai. Et même l'activité que j'ai en tant que cinéphile. Hein. Je continue à regarder les films bien antérieurs à ma naissance. Donc, c'est pas un truc où j'ai plus de films à regarder ou des choses comme ça. Pour moi, ça n'existe pas. Hein. Donc, pour moi, c'est un impact mineur sur ma vie de cinéphile. Mais pour l'image du cinéma, le patrimoine notamment, et un futur de l'exploitation, un futur de la vie de cinéma, de l'art cinématographique, c'est un problème. Ouais, c'est un problème auquel moi je n'ai pas de solution. Hein, je suis pas là pour avoir des solutions. Mais c'est un problème de réception, et c'est un problème qui va engendrer des mutations. J'espère pas trop importantes. Voilà. Salut Sociorama. On moule le spectateur à son contenu. En effet, Anthony, j'ai cru comprendre que les plateformes avaient des systèmes de suggestions qui cloisonnaient de plus en plus le viewer, quoi. Et je n'ai pas trouvé de site à jour qui indiquait clairement qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans Netflix. À chaque fois, c'est des trucs qui sont en carton-pâte, des sites. Là, les premiers sites que Google me met, ces sites sont en carton-pâte. Parce que moi, quand je tape le nom d'un film, je l'ai pas. Et quand je le tape sur Netflix, sur la plateforme même de Netflix, je l'ai. C'est-à-dire que j'ai aucun moyen d'avoir le catalogue complet de Netflix avec des genres et tout ça. À moins d'être sur Netflix même. Et ça, c'est pas normal, qui est pas un truc extérieur en fait. Je trouve ça fou. Parce qu'il y a tellement de contenu et c'est tellement mal agencé sur le site même de Netflix, sur la plateforme, que moi je voudrais bien voir pour prendre le temps d'écrire un petit peu, me dire ok ça ils l'ont, ça ils l'ont, ça ils l'ont. Ces sites sont pas à jour, je peux pas leur faire confiance. C'est pas normal ça. C'est scandaleux même.
que Netflix n'est pas un site dédié uniquement à ça. Non, il faut se connecter avec ses identifiants et tout ça. Va te faire foutre. Non. Mais ça, c'est un truc qu'ils sont obligés de faire dans les années à venir parce que c'est pas normal que ce soit pas déjà fait. J'avais vu un site là, What's on Netflix ou je sais plus quoi, ou Flick machin, mais c'est des trucs qui sont pas à jour en fait. Je trouve ça nul. Qu'est-ce que ces sites ne devraient même pas exister s'ils sont pas à jour vis-à-vis d'une plateforme comme ça. En effet, Anthony, c'est voir un match entre potes sans les conditions du direct. Oui, voilà, oui. En effet, Anthony, tu fais bien de faire un rapport avec le football, avec la salle de... Alors pour le coup, la salle de cinéma n'est pas très... Moi, j'ai rarement eu des salles de cinéma très vives. Mais oui, par contre, le foot, alors autant on n'a pas un confort en fait de visionnage de la balle et des actions quand on est dans un stade. Mais par contre, la foule et l'exaltation sonore, c'est ça. Et moi, je l'ai ressenti quand moi j'ai regardé un match de l'Overwatch League, donc du jeu Overwatch, devant mon ordinateur, très bien. Et après, à un moment, il y a eu des matchs qui se sont déroulés à Paris. L'ambiance, elle était incroyable. Hein. Et là, on a une vraie différence. Hein. Encore une fois, il y a ceux qui veulent regarder des histoires et ceux qui veulent faire l'expérience. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent plus regarder des histoires que faire l'expérience du cinéma pour le coup. Et ça se retrouve aussi dans les critiques YouTube. Hein. Il y a des gens qui ont fait des choix. Bon, très bien. Mais dans ce cas-là, ils ne parlent pas de cinéma. Ils parlent de films. Surtout pour ceux qui font du cinéma d'actualité. Moi, je peux pas dire à chaque fois que pour chaque film, je les ai vus en salle. Non, c'est pas possible. Mais pour ceux qui font de la pure actualité, oui, là c'est dommageable pour le coup. Leur expérience en fait du film est dommageable et du coup, ce qu'ils en disent, c'est faussé. Si les gros films ne sortent plus, les petits films vont mourir. Oui, ça, en effet, In the Panda l'avait dit. Je suis d'accord avec cette expression. C'est un moyen de générer un gros flux massif vis-à-vis des petites salles. En effet, ça va poser un problème. Les gens résilient leur abonnement UGC. Oh non, mais c'est horrible. Alors, Archer Aube n'empêche, avec les écrans télé géants d'aujourd'hui, on retrouve un peu la taille cinéma, non ? Eh bien écoute, si tu me dis que tu as un écran qui fait entre 5 et 9 mètres de haut, oui, je veux bien le croire. Parce qu'on en revient à la même chose. T'es plus grand que ton écran de télévision. Tant que t'es plus grand que ton écran de télévision, c'est pas une condition de salle de cinéma. Hein. C'est pour ça que je parlais des vidéoprojecteurs qui peuvent te donner l'impression, en fait, parce que ça va te projeter sur une immense surface, peut-être une surface de, 2 mètres de haut, 2 mètres 5 de haut, ce qui est déjà énorme, voire plus haut encore, ça dépend où vous êtes. Ça peut donner l'impression qu'on est au cinéma. Les écrans de télé, non. Je suis désolé, hein. C'est comme le son, hein. Tu veux installer du 5.1 dans ton immeuble, dans ton appart ? Ben, le lendemain, tu vas avoir un mec avec un fusil qui va dire « Vous arrêtez tout de suite, sinon je vous troue vos enceintes. » Bah ouais, bah tu peux pas. Donc encore une fois, ça n'en tient qu'aux salles de cinéma, en fait. Oui, en effet, le Cobri et les drive-in peuvent être une solution, ouais. Après, il faut avoir une voiture, il faut préparer un terrain, voilà, c'est une autre façon de consommer le cinéma aussi. Mater un film avec son casque, moi je le fais souvent, par contre, moi je n'ai pas de casque. Mais Léor, oui, voilà, vidéoprojecteur c'est bien, mais il faut avoir la place pour le faire. Il faut se créer les opportunités d'avoir un endroit où tu peux le faire. Et il y a des gens qui ne l'auront pas. Après, c'est une question de faire un effort pour créer l'opportunité de le faire, comme le disaient les gardiens du cinéma. Mais bon, il y en a qui ne peuvent vraiment pas se le permettre. Et je crois que c'est encore plus compliqué pour le son. T'as un casque qui simule le 5.1 ? Je me demande ce que ça doit donner. Hein. Parce que, ok, le 5.1, mais ton 5.1, il n'est pas spatialisé dans une salle de 16 mètres au carré, quoi. Par contre, je ne sais pas. Je ne veux pas m'avancer trop sur la qualité de ton casque, mais je pense pas que ça puisse créer la dimension d'une salle, en fait. L'impression que le son circule dans la salle. Parce que c'est ça, finalement, aussi, le cinéma. Le son circule dans la salle et te fait vibrer ton fauteuil quand il y a une explosion. Quand j'étais à la Géode, je peux vous dire que mon fauteuil vibrait. J'étais pas en 4DX. C'était super. Hein. Le cœur battait. C'était très intense. Hein. Est-ce que Fallout pourrait faire une belle adaptation ciné ? Eh ben, je pense totalement. Or, je crois que Amazon est en train de faire une série Fallout, en cours de production, de pré-production, je suppose. Donc, Amazon va sortir une série Fallout. Alors, c'est bien sûr une série que je regarderai avec grande impatience. J'ai envie de voir, en fait, ce qu'ils vont faire.
En adaptation ciné, ouais, carrément. Bon, on peut prendre le schéma classique de quelqu'un qui sort d'un abri et qui découvre le monde. Et ça pendant 1h50, 2h10, tu vois. Et hop, ça te fait une petite histoire qui est superbe. Et on peut faire une belle histoire. On prend Fallout 1 et on en fait l'histoire, et ça le fait en fait. Il y a vraiment, il faut juste bien construire le récit et ça marchera. Je pense que oui, il y a moyen. Après, il faudra faire quelques coupes, en fait, parce que voilà, Fallout, c'est beaucoup d'exploration, c'est découverte de personnages, et un film, c'est quand même un peu limité, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc il faudra être très fin dans l'élaboration d'un récit, pour faire toutes les étapes du héros. Mais oui, je pense que c'est totalement possible. En tout cas, ce serait très spectaculaire, hein, avec les mutants, les décors délabrés. On a eu déjà quelques morceaux en fait de Fallout malgré nous dans différents films. Hein. Par exemple, The Road, Mad Max a quand même des inspirations. A incité des inspirations qu'on retrouve, je devrais le formuler comme ça, dans Fallout. Clairement, le Mad Max 2 a influencé tellement de choses que bien sûr, quand il y a Fallout 1 et 2 qui sortent en fin 90, eh bien sûr, il y a des choses qu'on retrouve de Mad Max, ça c'est obligé. Ou de Un homme et son chien, là, comment ça s'appelle? The Boy with the Dog, pardon. C'est un truc post-apo où on a un enfant avec un chien qui parle et ils vont tous les deux un peu déambuler dans les terres désolées et ils vont se retrouver à un moment dans une espèce d'abri avec des gens qui vivent un peu différemment et tout ça. Donc on est vraiment sur une optique de Fallout pour le coup. Donc oui, je pense clairement que Fallout peut faire une bonne adaptation. Fallout, le matériel, l'univers est là pour de l'adaptation, que ce soit en série ou en film. Ça s'y prête totalement. Après, à voir ce que les gens vont faire, hein, comme d'habitude. Là, j'ai vu récemment Soul, là, de Pixar. Je n'ai pas... Le film est bien fait, mais je n'aime pas du tout le film. Pourquoi ? Parce que le film te montre une vision d'entreprise, d'usine, de l'environnement qui traite les âmes. Alors je sais pas comment le voient les chrétiens, mais moi je trouve ça insultant et inhumain de représenter ça, alors que c'est censé être un film plus pour les adultes, vu du sujet, quand même un peu pour les enfants, de présenter déjà l'environnement, l'encadrement d'entreprise pour quelque chose d'aussi insaisissable que l'âme. C'était déjà le cas avec Vice Versa. Et je trouve ça scandaleux. Et moi ça m'écoeure. Les émotions et l'âme, t'en fais des putains de comités d'entreprise. Mais qu'est-ce qui va pas dans leur tête en fait ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça n'a rien à voir avec le message du film, qui est autre chose. C'est l'encadrement de l'histoire. C'est hallucinant de proposer ça et que les enfants vont gober. Je trouve ça fou. Moi, ça m'horripile. Oui, c'est le rêve américain, je suppose. Oui, on est d'accord. Mais pour des choses aussi sensibles que l'âme, les émotions, waouh! Sur le coup, il est rigolo le film, hein. Ah ouais, avec des petits bonshommes et tout ça, mais oui, mais ça c'est la surface. Hein. Goldo, je pense que ce que je n'accepte pas, ce que je pourrais accepter pour Miracle Workers, mais que je n'accepte pas pour Vice Versa et Soul, c'est que c'est orienté pour les enfants. C'est-à-dire que tu conditionnes les enfants à voir des choses comme du travail. Et tu conditionnes déjà les enfants à imaginer le travail, alors qu'ils sont même pas à l'âge où ils devraient s'en soucier. Et je trouve ça pas possible. Je crois que c'est ça. En effet, Goldo, merci de me le refaire cogiter. Je pense que cette notion vis-à-vis de l'enfant qui regarde ces films, que moi je trouve tellement fragile et précieux à garder, et je trouve ça insupportable en fait qu'on te le fixe déjà, on te fixe des choses liées à l'enfance, déjà dans le monde du travail. Et ça, je pète un câble, quoi. Moi, ça me fait sortir ça me fait sortir, quoi. Quand je parle de comité d'entreprise, je parle par exemple au comité dans Vice Versa, donc la peur, dégoût, colère, joie et tristesse qui sont en train de gérer les informations et de gérer comme si c'était les chefs d'entreprise, en fait. Le comité de direction, en quelque sorte. Représenter le travail, je n'ai rien contre, mais le faire de façon un peu détournée, comme pour des enfants, moi j'ai du mal. Hein. Baby Boss et les trucs des cigognes là, Strokes, c'est la même chose. Tu conditionnes déjà tes enfants au travail.
Ils sont même pas encore à ça à penser. Mais après, bon, ça correspond encore une fois à la méthode de travailler de Pixar, c'est trouver sa place dans la société, trouver sa place dans la communauté. Mais pour moi, c'était trouver sa place dans le milieu du travail. Hein. Quand tu vois les films, on en revient à la même chose. Hein. Les films comme Ratatouille, les films comme Le Voyage d'Arlo, même dans un sens. Là où Wall-E, moi je le trouve légèrement différent, mais c'est un film qui se bat un peu contre un système, mais c'est un produit du système qui se bat un peu contre un système et qui amène les humains à s'élever en fait au-delà et à reprendre le contrôle en fait de leur vie. Et ça, c'est là où moi je trouve Wall-E il bifurque un petit peu. Là-haut, j'ai pas vraiment de souvenir de là-haut, à part le début, bien sûr, tout le monde se souvient des 5 premières minutes de là-haut, mais après le reste m'est un petit peu obscur, donc je pourrais pas vous dire quoi que ce soit sur là-haut, mais pour moi, l'idée de l'entreprise et le rapport à l'entreprise, il est extrêmement important chez Pixar. J'avais vu un très bel écrit en anglais sur Pixar at Works, dont j'avais carrément ressorti une vidéo, tellement le texte je trouvais brillant, sur le rapport au travail chez Pixar. Et tu te rends compte que de film en film, il y a des choses qui se suivent, et ça paraît pas au premier abord, mais en fait c'est très très présent chez Pixar, et on n'aime pas. Bon, moi j'aime pas trop, c'est peut-être pour ça en fait que je suis pas à fond sur les Pixar. C'est l'idée de la personne qui est l'anomalie au sein de la communauté qui travaille. Il faut lui trouver son utilité pour qu'elle puisse se réinsérer dans l'environnement de travail. Et ça, c'est vice versa, point final. C'est littéralement ça. Tristesse, elle ne connaît pas son rôle, à la fin du film, elle connaît son rôle, et l'entreprise peut continuer à tourner. C'est ça. C'est pas sur l'idée d'une fugue et tout ça, non, ça c'est 30% du film. Hein. Tout le reste, c'est ce qui se passe dans l'environnement des émotions, l'environnement de travail des émotions. Et ça, pour moi, c'est quand l'enfant il regarde ça, c'est un conditionnement. Ce qu'il capte et ce qu'il ne capte pas, c'est un conditionnement. C'est pas fait pour que ça soit capté sur l'instant, en fait. C'est un truc des images en fait qui vont lui rester, avec les petits personnages qui ont des petits casques d'ouvriers, des gens qui donnent des ordres, qui appuient sur des boutons. Ça c'est un visuel d'entreprise. Hein. Et par quoi on commence dans Soul ? Le mec, il meurt, il est sur un putain de tapis roulant qui va vers une espèce de tunnel. Alors je sais, c'est le grand tunnel de machin. Mais il est sur un tapis roulant. Il aurait pu être sur un escalier. Juste sur un escalator, par exemple. Vous savez, comme dans A Matter of Life and Death de Michael Powell, avec un grand escalator comme ça, doré qui avance. Non, c'est un putain de tapis roulant, plat, noir, vraiment, où on a l'impression que c'est vous savez, ces tapis roulants d'usines où on brûle les déchets, où on a des corps comme ça qui se baladent. Alors pour moi, le truc de l'entreprise, il commence dès cette première image. Je me dis, ok, d'accord. Avec les trucs de formation, avec les petites vidéos d'entreprise. Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de comment on fait une âme. Oui, c'est ce qui se passe dans le film. Alors sur le coup, ok, c'est joli, c'est bien fait. Mais le propos, moi je le trouve détestable. Tout ce qui se passe pour cette entreprise. Le film finalement, le message final du film, c'est ce qui se passe vis-à-vis de ce que tu fais de ta vie. Très bien, ok, très bien, joli, ok, super, bon, un peu bateau, mais bon, ok. Mais on a la moitié du film qui se passe dans l'environnement des âmes. Et ça, moi, je peux pas passer à côté, en fait. Je peux pas oublier tout ce traitement, quoi. Moi, j'ai travaillé en entreprise, donc, qui est des compagnies qui font du programme pour les télévisions. Moi, jamais je montrerai ces trucs à des gamins. Ou par exemple, si mon frère me demande un Pixar, certainement pas cela que je lui conseillerais. Moi, je lui conseillerais Wall-E. Je lui conseillerais... qu'est-ce que je pourrais lui conseiller ? Un autre... Alors, deux Pixar. Je lui conseillerais probablement le premier ou le deuxième Toy Story. Les Toy Story sont bien. Wall-E aussi. En plus, Wall-E a même une petite particularité par rapport au Toy Story, c'est qu'il est très silencieux. Et tout passe par les gestes. Et je trouve que ça, c'est plus facile pour un enfant qu'un film où ça parle beaucoup. Soul, ça parle beaucoup. Quoi qu'on en dise, hein, vice-versa, ça parle aussi beaucoup. Et je trouve que même vice-versa n'est pas pour les enfants parce qu'il y a un travail en fait de réflexion autour justement de l'émotion. Et un enfant, il est encore dans l'émotion, il n'aura pas cette réflexion, il ne comprendra pas peut-être sur un instant qu'est-ce que c'est ces bons hommes, il faudra lui expliquer. Alors qu'un adulte, lui, il voit très bien en fait le rapport. À mon avis, Toy Story, Wall-E, oui. Et juste après, je dirais Ratatouille. Parce que ce que j'aime bien avec Ratatouille, c'est tout le plaisir visuel de couleur de la cuisine.
de la préparation, des couleurs des plats, des couleurs des ingrédients. Je suis assez sensible à ça et j'ai beaucoup aimé. Vous voyez, L'âme, moi je la verrais narrée comme le premier mouvement du film Fantasia des années 40. C'est un truc qu'on ne peut pas, on peut pas saisir et du coup on ne peut qu'approcher une forme de couleurs, d'objets qui se baladent dans des décors qui n'ont aucun sens. C'est vraiment quelque chose de tellement abstrait parce que la formation d'âme, c'est quand même une idée assez détestable, je trouve. Une âme, c'est là en fait. Avec les badges pour rentrer sur Terre. Enfin, c'est affreux, c'est affreux. Je vais arrêter de parler de ce film parce que ça m'énerve. L'idée de péage et de passage, je trouvais que dans Coco, c'était plus intéressant. On revient toujours à un côté un peu procédural, de procédure, de processus dans Coco aussi. Mais bon, Coco se plaçait sur autre chose. C'était un peu plus agréable, Coco. La fin était très très bien, très réussie. Tu sors ton petit mouchoir. Mais ouais, Coco, c'était correct. C'était pas mal. J'ai 2 questions de monsieur Zeste de Citron qui me pose des questions vis-à-vis de Christopher Nolan parce qu'il m'en avait posé par rapport à Tenet. Quel genre penses-tu être le plus approprié pour le style de Nolan? Je pense qu'il aime beaucoup mettre en scène une construction d'un climax. Je le trouve très fort dans le déploiement d'un climax plus que sa résolution en fait. Tout ce qui se passe avant une scène d'action, la mise en place d'enjeux et les récits imbriqués, notamment sur des petites séquences, hein. Ça peut être un simple montage alterné. Il aime bien les gens avec des beaux costumes. Et ce n'est pas forcément quelqu'un qui est très cinéma populaire. À partir de ces éléments, je pourrais imaginer que des thrillers, ça lui irait très bien, à grande échelle ou à petite échelle. Inception et Tenet en sont. Et finalement Batman aussi. C'est un peu plus guerrier, mais ça reste des thrillers, mais à grande échelle. Je pense que c'est le plus à l'aise. Parce que Dunkerque, c'est un peu spécial. Hein. Ça semblait être un film de guerre sous cloche de verre. Alors, bon, c'est vite limité, même si c'est une bonne expérience quand tu sors de la salle. Donc pour moi, ce serait le thriller. Et c'est quelque chose qu'il a fait déjà plusieurs fois. Et la science-fiction peut lui poser problème parce que, comme beaucoup de gens lui reprochent souvent, c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire parler ses personnages que plutôt montrer les choses. Et en science-fiction, on a quand même besoin de montrer pas mal de choses, pour faire comprendre aux spectateurs, par des métaphores notamment. Nolan, il a un peu de mal avec ça. Donc je ne pense pas que la science-fiction ce soit quelque chose d'aussi approprié pour lui que ça l'est pour James Cameron, par exemple. Donc moi, je dirais que le thriller, est probablement le genre le plus approprié pour lui. Et puis au vu de ses premiers films, on est en plein dedans. Il n'a fait quasiment que des thrillers jusqu'à présent. Y a-t-il une thématique, deuxième question, que tu aimerais le voir aborder? Ouf, je sais pas. Il est très surprenant, alors pour son prochain film, je ne sais pas ce qu'il peut proposer. Ce sera la grande surprise pour le coup. Est-ce que vous, le chat, vous avez une idée de ce que vous voudriez qu'il aborde dans ses prochains films? Je me demande à quoi ça va ressembler. Moi, j'ai peur que le film, s'il continue dans cette voie, que le film se perde. Je suis d'accord avec toi, Looking Glass Cooper. Quelque chose d'autre, un peu moins lourd qu'un blockbuster. Revenir à quelque chose de plus simple. En effet, comme tu le dis, un thriller, autre chose que du blockbuster. Oui, un thriller plus simple. Revenir un peu sur Terre. Charles, alors, c'est amusant que tu dises ça, qu'il réalise un film plus modeste sur un photographe ou un artisan, parce qu'il a fait ça en 2015. Entre 2014 et 2016, il a réalisé je crois un court-métrage qui s'appelle Kay, qui est sur deux artistes. Il me semble que c'est 2 artistes qui travaillent avec des espèces de poupées. C'est plus de l'animation, sur des artistes d'animation.
tu m'as élevé en termes de cinéma. Oui, mais je veux dire, je t'ai pas éduqué, mais je t'ai monté un peu vers le haut de ta réception et de ta sensibilité, de tes questionnements vis-à-vis du cinéma. Et ça, c'est un truc que je veux faire. Le problème, c'est que moi, j'aurais des idées pour justement élever un petit peu la culture des gens, leur sensibilité, leur réflexion, leur questionnement, leur exigence finalement en termes de cinéma. Mais je peux pas le faire à cause de YouTube. YouTube te casse les couilles. C'est ultra contraignant YouTube en fait. Et ça force la créativité. Oui, mais c'est la créativité pour contourner les problèmes de YouTube. C'est pas de la créativité, ça c'est du bricolage pour éviter la Gestapo quoi. Et moi Moi, je voulais faire des analyses d'affiches, des analyses de concepts de cinéma et tout ça, mais je peux pas les faire parce que YouTube casse les couilles. C'est chiant. Et du coup, c'est pour ça que depuis tellement d'années, vous me voyez juste faire des critiques et des fois, vous avez une analyse K-pop qui est un lien qui vous renvoie sur une autre plateforme. C'est minable comme façon de faire, mais c'est la seule façon qui me permet de à peu près faire un truc sécurisé. Parce que on en revient, on voit des jolies vidéos avec des extraits de films et tout ça. Ah bah très bien, mais ça c'est ce qu'il nous montre en devanture. Si ça se trouve derrière le mec qui s'est pris des 32 réclamations et des trucs de strike sur des vidéos bien anciennes et tout ça, et c'est l'enfer en fait. C'est pas parce que la personne qui vous montre une chaîne YouTube avec plein de montages super stylés que vous dites oh là ce mec il a pas de problème, qu'il en a pas. Regardez la séance de Marty. La séance de Marty, les montages sont sensationnels, je dirais même un peu trop pour le sujet des fois dont il traite. Là récemment le mec il s'est pris des strikes et du coup il a déménagé une partie de ses vidéos sur Vimeo. Bah oui, parce que le mec il a voulu trop faire le malin avec les extraits de films. Bah oui, voilà. Boum. Alors ces montages sont impeccables. Bon, c'est juste la voix off, je trouve, qui est un peu... la voix off qui n'est pas à la hauteur du visuel. C'est un peu dommage, mais bon. Mais oui, mais ça casse les couilles, quoi. Donc du coup, moi, ça me freine. Donc la chaîne me freine par le système de punition de YouTube. Et je le rappelle, hein, c'était en 2017, moi j'ai failli perdre la chaîne. Hein. Ça s'est joué à 2 semaines. Hein, parce qu'il y avait un décalage de strike... et qui m'a fait finalement sauter tout le reste. Mais ça se jouait à 2 semaines. C'est pour ça que j'avais demandé, et certains ont été très réactifs, et je les en remercie, d'avoir fait tout un listing des commentaires et tout ça. Un tableur aussi, enfin vraiment formidable, hein, qui était presque même prêt à télécharger toutes les vidéos pour me les renvoyer via des FTP, parce que j'allais perdre tout en fait. Donc... c'est délicat quoi, c'est quand même c'est quand même un problème quoi. Et j'ose pas le tenter, j'ose pas tenter, genre je fais une vidéo, je m'en bats les couilles des règles de YouTube, je fais la vidéo comme je veux et je la poste. Ça se fera flinguer tout de suite en fait. Et après vous pourrez pas la voir. Je devrais tenter de le faire, mais alors... La survivabilité de la vidéo et de la chaîne, j'emmène pas loin quoi. Et c'est le truc, c'est que c'est giga vicieux. Vous faites votre vidéo, elle a de la classe, elle a de la giga classe. Vous dites, ça va faire des milliers de vues, je suis content du projet, ça va être partagé, impossible que je fasse un flop avec cette vidéo. Ok, tu la postes, ça fait un tabac, super bien. 5 ans plus tard, elle se fait striker. Vous pouvez même pas être sûr des différentes réclamations et des différents strikes quand vous postez la vidéo. Non, vous attendez. Des fois, ça pourrait arriver dans la semaine, ça peut arriver dans des mois, ça peut arriver dans des années. Vous pouvez pas être sûr que votre contenu reste. Et ça sur des années. Qu'est-ce que vous voulez faire alors ? Vous ne pouvez rien faire. Vous n'êtes que l'esclave de ce système. Alors il y en a qui s'en accommodent, sûrement avec des batteries de tests sur des chaînes secondaires. Il y en a qui refusent de traiter certains sujets parce qu'ils savent qu'ils vont se faire flinguer. Par exemple, les cinémas de Mr. Bobine ont refusé de faire certains sujets parce qu'ils savaient, parce qu'ils avaient fait des tests, que YouTube les désinguerait. Vous faites des compromis. Compromis sur la forme, c'est mon cas. Des compromis sur le fond qui amènent après à la forme. Des compromis excessifs sur la forme. Donc, YouTube, c'est une suite de compromis. Pour, en tout cas, les gens qui veulent bosser de cinéma, qui veulent travailler un peu sur le cinéma, ou alors parce que tu génères un flux très important qui te casse pas les couilles.
et que tu as un numéro que tu peux appeler pour dire « Ah, il y a un petit problème, tu peux me le débloquer ?» Ouais, pas de souci. Ouais, mais ça, c'est une poignée de gens, quoi. C'est une poignée de gens. Je sais même pas si, genre, quelqu'un comme le Fossoyeur aurait un numéro de YouTube pour dire hey, « Tu peux pas me débloquer cette... Je crois pas, hein, même pas. Je pense pas que t'as un service... Je pense pas que t'as un service VIP français où tu peux demander des faveurs pour débloquer des vidéos, des choses comme ça. Hein. Et les networks, on n'en entend plus du tout parler. Hein. Vous savez, avant, il y avait des networks où on pouvait s'associer aux networks pour être protégé des droits d'auteur et tout ça. Mais tout ça, ça s'est effondré. J'en entends plus parler de ces conneries. Donc, finalement, voilà, maintenant, c'est juste une affaire de... On croise les doigts quand on met une vidéo en ligne. Tu es vraiment attaché au format vidéo. C'est plus que... J'ai toujours l'espoir de pouvoir m'en échapper pour revenir à une forme un peu plus active que simplement l'audio. C'est pour ça que je les garde en vidéo. Non, l'écrit, par contre, Flows, l'écrit hors de question. J'écris comme une grosse merde. Et ça me prendra, alors là, si vous pensez déjà que je mets longtemps à sortir une critique, alors là, en écrit, vous n'êtes pas prêt d'en voir un seul paragraphe. Hein. Je mettrai une éternité à écrire un texte qui pourrait me satisfaire. Et je fais plein de fautes parce que justement les gens s'écrivent mal sur internet, donc forcément je vois que des erreurs partout et du coup je commence à en faire et ce serait infernal. Ah non, en écrit non. Ce serait magnifique que je puisse avoir une belle plume et faire un beau texte qui parle d'un film ou d'une idée, mais ça me prendrait une éternité. Oh là là, une éternité. Alors moi c'est pour ça que j'apprécie beaucoup les beaux textes, avec les bien avec des images et tout ça pour aérer un petit peu le beau texte analytique et vraiment qu'on nous embarque en fait dans une belle analyse. C'est très agréable. Mais je pense que je peux le faire, mais alors là ça me prendrait tellement de temps. L'audio je pourrais le faire, mais je l'avais déjà fait d'ailleurs. C'était des pastilles de 2-3 minutes. Hein. C'était très très court. Écoutez, on va probablement s'arrêter là. Parce que là, la voix, elle commence à fléchir un petit peu. Et j'ai horreur quand je commence à manquer de voix et à manquer de souffle, en fait. Ça va me casser. Et je suis vieux. Oh, il est où mon dentier? Vous voyez. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Je vous remercie. On va quitter là. Hein. Je vous remercie d'être venu, d'avoir discuté avec moi, d'avoir posé aussi vos questions. N'hésitez pas à en griffonner pour la prochaine fois, bien sûr. Continuez à regarder des films, même si c'est pas forcément sur le grand écran. Que le dégoût de ne pas voir en salle ne vous dégoûte pas du cinéma tout court. Et passez une très bonne semaine. Courage à ceux qui sont en difficulté vis-à-vis, par exemple, du confinement, de la relation sociale et aussi des fois du travail. Hein. On ne peut pas travailler comme on veut avec le confinement. Donc accrochez-vous et je vous donne rendez-vous bientôt, bien sûr, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!